Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Laurence Delort, femme engagée, professeure de philosophie dans un lycée de Martinique, auteure de nombreuses tribunes. Bonjour Marie-Laurence. Oui, bonjour Karina et puis bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous livrer votre témoignage. Nous allons parler de votre parcours, vos expériences de vie. Alors Marie-Laurence, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis une foyalaise d'origine. J'ai été dans toute la conurbation Fort-de-France-Chelcher. D'abord, j'ai fait mes classes à Fort-de-France, tout près de Chelcher, sur l'ancienne route de Chelcher. J'ai été au collège. À l'époque, il y avait un collège sur l'ancienne route de Chelcher. J'ai commencé là. Et ensuite, j'ai été à Ernest Renan, où j'ai terminé ma 4e et ma 3e, qui était un charmant collège, pour ensuite aller au lycée de Bellevue, qu'on appelait à l'époque lycée de jeunes filles. Et je dois dire que j'ai gardé de bons souvenirs de mes enseignants. Et que ce soit Madame Vincent Placoli, que ce soit Madame Cazenave, ce sont des gens, ou Madame de Touré, ce sont des gens qui m'ont vraiment marqué. Donc je voudrais les citer parce que ce sont des femmes d'engagement, et je dirais que cet engagement allait jusqu'à rester à 6 heures à faire travailler les élèves, etc., même s'il y avait le bâton derrière. Mais bon, je n'ai jamais eu de coup de bâton, donc j'étais une élève sérieuse, on va dire. Justement, alors quel enfant vous étiez? Quel enfant vous étiez? Alors j'étais une enfant vindicatrice, on va dire, hein. C'est ce que j'en tire de mes anciennes et de mes amis. Elles me disent, Manon, tu n'as pas changé parce que tu étais toujours à revendiquer, etc. Et ça, c'est vrai. Ça, mais j'étais quand même relativement respectueuse. Hein, et je dirais que à écouter vraiment les uns et les autres, et surtout mes enseignants et les personnes qui m'entouraient. Parce que, bon, j'aurais pu, par exemple, pour les retards, j'aurais pu être de mauvaise humeur parce que le professeur ou l'enseignant me disait « Ah ouais, vous arrivez toujours en retard », parce que mon père, c'est un spécialiste du retard. Et j'ai pris le contraire. Et donc, ce qui fait que moi, quand j'arrive une heure avant le cours, et je suis dans la classe, et je commence à corriger mes copies. Et j'ai trouvé que j'évite les embouteillages, je suis de bonne humeur, et donc, et je pense que c'est un style de vie qui, je dirais, qui me rassure en quelque part, parce que j'ai le temps de me poser. Parce que quand on arrive trop juste, on court et on commence au quart de tour, et parfois on peut s'énerver auprès de jeunes qui n'ont vraiment pas besoin de ça le matin. Donc Marie-Laurence, en fait, c'est une rebelle qui aime bien ses rituels. Oui, on va dire ça. Qui met en place la sécurité pour pouvoir prendre du temps, tout en respectant l'autre. Oui, tout en respectant l'autre. Et moi, je suis une personne... la politesse, c'est une qualité, et j'essaie d'apprendre aux élèves la politesse. C'est quand même bizarre, hein, pour des élèves de terminale. Jusqu'à présent, il faut que je dise à certains ou à certaines, quand vous rentrez dans la salle de classe, vous dites bonjour. On va dire 90%, ils ont compris. Mais à 10%, ils sont tête en l'air. Mais quand vous étiez enfant, finalement, en faisant un retour en arrière, vous revendiquiez quoi? Vous vous rappelez un petit peu, vous avez des anecdotes? Oui, des anecdotes, je dirais d'abord que ma mère était et est toujours une femme fervente catholique. Et pour elle, la bonne éducation, c'était aller à l'église tous les dimanches. Donc, faire le ménage avant, aller à l'église. Ensuite, après, quand arrivait la semaine sainte, c'était aller tous les jours à l'église, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, j'étais rebelle à ça.
Et donc, et puis à l'époque, il fallait donner une carte, sa carte, à faire tamper. Et donc, j'étais vraiment rebelle. Je dis, ah ouais, mais pourquoi la sœur fait ça? Et finalement, j'ai été amie avec la sœur. Et bon, on a gardé, puisque elle était très jeune, la sœur, et elle ne comprenait pas que, bon, que je revendiquais chaque fois, comment, pourquoi il faut toujours donner la carte et tout. Bon, voilà. Et donc, et là, c'était ça. Moi, je me rappelle, et c'était aussi le fait que j'étais l'aînée de 11 ans. Donc, j'avais des responsabilités très tôt, parce que, bon, quand on est l'aîné de 11, il faut s'occuper des 4 premiers. Donc, ma mère, même quand elle enseignait, elle n'avait pas le temps. Donc, c'est moi qui ramenais mes sœurs, qui avaient 1 an de plus que moi, puisque c'était en escalier. Et bon, il fallait faire avec. Et donc, j'ai été très tôt à être responsable. C'est-à-dire que quand on a 3 sœurs et qu'il faut les faire traverser pour éviter les accidents et qu'il fallait attendre chez ma tante jusqu'à 19 h, hein, mon père qui sortait du travail, avoir faim et a demandé enfin qu'il arrive avec sa boîte de gâteaux. Bon, ben voilà quoi. Parce que, bon, c'était quand même ça, à l'époque, qu'on était chez des gens. Moi, j'étais chez ma tante, bon, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de garderie, tout ça. Et donc, les gens, bénévolement, soit une dame, là, c'était ma tante, nous accueillaient à manger le midi, à la cantine, quand il n'y avait pas de cantine, et puis à nous accueillir le soir, en attendant mon père, puisque c'est mon père qui venait nous chercher, et c'est lui qui nous déposait à l'école, souvent en retard, parce qu'il ne fallait pas le brusquer. D'accord? Donc, une mère, en fait, qui était enseignante? Oui, une mère enseignante et un père engagé, militant de la cause martiniquaise, de gauche. Bon, vraiment, je dirais que mon père était une image de... Autant il arrivait en retard, autant il y avait une rigueur d'honnêteté intellectuelle. Jamais mentir. Jamais mentir, il fallait pas mentir. Et donc, et moi, j'ai gardé ça. Ne pas mentir. Et mes enfants aussi. Et ils me disaient, maman, ah non, je ne veux pas copier. Je dis, très bien, mais il y a des élèves qui copient. Ben, ils disent ça au prof. Ah non, tu sais, etc. Les élèves vont me prendre en grippe. Ben, j'ai dit, bon, mais tant pis. Tu ne veux pas que j'aille et tu veux pas en parler. Ben voilà. Mais ça, je le dois à mon père. Parce que mon père travaillait comme douanier, n'a jamais ramené quelque chose du port à la maison. Hein. D'où la rigueur, en fait. Ah oui, l'honnêteté. Ah oui. Et finalement, en fait, professeur de philosophie, pourquoi? Eh bien, voilà. Je voulais d'abord faire de l'histoire. Parce que l'histoire, ça me convenait mieux, mais je n'aimais pas la géographie. Alors j'ai dit, bon, j'étais entre deux, donc j'ai commencé à faire philo parce que j'aimais. Et puis il a fallu choisir après le DUG, parce que je suis partie. Et donc j'ai dit, bon, ben, on va faire philo. Et puis j'ai vraiment accroché, parce que j'ai eu vraiment de bons professeurs comme M. Henri Bernard et comme M. Mondésir aussi, parce qu'à l'époque, on changeait de classe, les enseignants vraiment faisaient des expériences, je dirais, pédagogiques. Et je trouvais ça très bien. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, pour faire une sortie, il faut remplir tellement de paperasse. Et donc, moi, je me dis qu'on avait plus de liberté à l'époque, ainsi que les enseignants. Il y avait une véritable confiance des parents vis-à-vis des enseignants, qui frisaient parfois les justices, hein, parce que quand un enseignant vous frappait, le parent vous frappait. Sans vous demander si l'enseignant avait tort ou pas, mettre là-bas au cou, manquer au deuxième. D'accord? Donc, il y avait une légitimité, en tout cas. Oui,
Et moi, je pense que c'est vrai que c'est un extrême, mais on est passé d'un extrême à un autre. Aujourd'hui, il faut travailler à la confiance de l'élève. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre l'année. Et la confiance des élèves rejaillit sur le parent. D'accord? Donc, c'est le parent qui voit son enfant qui s'accroche et dit, bon, ben, ouais, tu es un bon prof. Donc, tout, il faut le faire. J'ai vu l'évolution quand même aujourd'hui. Et donc, enseigner, tu me disais pourquoi j'avais voulu enseigner. Je pense que ma mère enseignante m'a aussi donné cette fibre-là. D'accord? Parce que jamais prendre de congé de maladie, toujours au travail, pareil. Ma mère, uniquement, les congés de maladie, c'est uniquement ses grossesses. Sinon, ma mère allait au travail. Et bon, elle n'était pas très à l'heure. Hein. Mais moi, j'ai ajouté l'heure. 2 parents, en fait, pas très à l'heure. Ouais, comme quoi on peut se construire contre différemment avec ses valeurs, en fait, on se construit au fur et à mesure. Oui, Et par rapport à la fratrie, en fait, il y en a d'autres qui ont embrassé la carrière. Non, je suis la seule. Je suis la seule et je dois dire que, parce que mes autres sœurs et frères, il y en a dans la douane qui sont assez fidèles. Comme papa? Ouais, voilà. D'accord. Oui, dans la douane, il y en a 4 ou 5 là-dedans. D'accord. Oh, ouais. Et, donc, la famille de l'autre, dans les douanes, on les connaît. Inspecteur des douanes, bon. D'accord. Donc, mais moi, je suis la seule. Mais ma fille, ben, elle enseigne aussi pour la première fois cette année. Donc, comme quoi, il y a 3 générations. Mais justement, pour en revenir aujourd'hui, en fait, on parlait justement tout à l'heure des nombreuses tribunes que vous avez faites. Donc, vous vous exprimez souvent sur la situation économique et sociale de la Martinique. Oui. Vous avez en fait contribué à beaucoup en fait de tribunes sur la Martinique, sur en fait l'identité, etc. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que c'est en relation avec votre profession? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très, très tôt, j'ai commencé à militer. J'ai commencé à militer et à lire. J'ai commencé à lire Cabor Masson. Hein. Cabor Masson, il sortait un journal et très jeune, j'achetais le journal. Il y avait bien le progressiste à la maison, je le lisais, mais j'étais déjà au-delà de ce que mon père pensait. Et donc, résultat du compte, j'ai milité à Apal, à Seplé en nullité. Ensuite, j'ai été au Palima, j'ai contribué à fonder le Palima. Et ça fait 2 ans, j'ai pris mes distances parce que j'ai estimé que les discours étaient à côté de la réalité. Et je peux prendre 2 exemples. La question des jeunes, parce que je dis des jeunes et pas la jeunesse, parce que les jeunes, ce n'est pas une catégorie sociale, puisque même s'il y a des intérêts communs, n'empêche que la sociologie, les sociologies sont différentes. Donc, et particulièrement la question du retour au pays natal. Et je dirais que notre génération, celle de 80-90, on a un rapport, on va dire, territorialisé à la Martinique. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes études, il fallait retourner. Absolument. Je ne suis pas restée 1 mois de plus. Les jeunes aujourd'hui portent la Martinique de façon abstraite dans leur cœur. Donc là où ils sont, ils portent la Martinique. Et ça, c'est une nouveauté qu'il faut intégrer. Donc, les départs ne sont pas contraints. Souvent, je discute avec mes élèves et même avec mes enfants. Ça peut être volontaire. Nous, on avait choisi, même si on avait fait des études très longues, on pouvait venir en Martinique et puis accepter de travailler pour 1 000 €. Mais on ne peut pas demander ça à un jeune aujourd'hui. C'est impossible. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison à qualification,
où on a bossé beaucoup, il faut quand même salaire. Donc, le rapport au pays, c'est un rapport différent. Pour le deuxième exemple, c'est la question de l'identité. Particulièrement, les jeunes ont intégré une identité qui est multiple, qui est la somme de leurs appartenances. Aujourd'hui, il n'y a pas d'identité. Racine et Glissant a raison de le dire. Ça ne peut pas reposer sur la race. Sinon, on tombe dans des idées d'extrême droite. Et donc, ils ont compris que l'identité ne peut pas être fermeture, mais ouverture à l'autre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en partie, Césaire l'avait déjà dit. Parce que quand on regarde le parc floral, qu'est-ce que le parc floral? Le parc floral, on peut honorer Césaire pour ça. Il a fait que de cet endroit colonial, il a fait un lieu de rencontre de la culture martiniquaise, mais aussi d'ouverture aux autres cultures, et haïtiennes, et autres dominicaines, sainte-lucienne. Et donc, Fort-de-France, c'est une ville multiculturelle, il faut l'assumer. Il y a certains qui sont pour leur repli identitaire, je ne peux pas. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, pourquoi? Parce que l'idée, la Martinique qui progresse, c'est la Martinique qui tient compte de toutes ses composantes aujourd'hui. C'est justement ce dont vous parlez quand vous parlez de radicalisation de l'intolérance ethnique. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans un enfermement de la mémoire. Et la question que je pose à tous ces gens qui ont choisi, au détriment de la vérité historique, qui ont choisi l'enfermement dans la mémoire et dans les mounes, est-ce que ce sont les afro-descendants seulement qui mounent? C'est ça. C'est la seule question. Ils ont la réponse. Et tout le monde connaît la réponse. Bon, alors. Donc, aujourd'hui, la question de la transmission ne peut pas être celle du repli identitaire, mais il faut tenir compte de la démographie et je dirais, de l'ouverture aux communautés. Quand vous regardez Fort-de-France, vous avez une cuisine haïtienne. Les mêmes qui critiquent les Haïtiens, non pesé. C'est ça. Et donc, nous sommes quand même dans une forme de contradiction. Et donc, il faudrait assumer nos contradictions. Et là, justement, concernant le Martiniquais, est-ce que vous pensez que est-ce que le Martiniquais a les moyens de réfléchir sur sa situation, en fait, d'être humain? Oui, il a. Et je dis qu'il y a une intelligence du cœur en Martinique qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire dans la mesure où les gens ont envie d'être en empathie. Et la pandémie, là, a mis à mal cette empathie. Et c'est pourquoi on est dans une frénésie de carnaval et de plaisir qui n'en finit pas. Et c'est ça, c'est comme ça. Je ne critique pas les maires qui acceptent, parce qu'il vaut mieux accompagner, parce que si on n'a pas fait ça, il y aurait failli quand même. D'accord? Donc, je pense que derrière tous ces week-ends, parce qu'il faut regarder tous les week-ends, il n'y a qu'à voir les chariots, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On voit bien qu'il y a des fêtes. Donc, il y a ce besoin de se rencontrer à nouveau. Et donc, je ne condamne pas. Donc, mais simplement, je mets en exergue, il faut qu'on réfléchisse sur notre société. On a une possibilité, comme moi j'ai dit, soit on travaille pour diminuer nos dépendances, et on se met d'accord pour faire un transport, pour que aujourd'hui pas envahir nous. Ces deux bagailles-là, nous pouvons faire pour nous d'eau. Si nous mettons ces bagailles-là, nous pouvons réduire les dépendances, nous bon. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Et aujourd'hui, je pense que les autonomistes, comme les indépendantistes, ils oublient une chose, c'est que l'État aujourd'hui, Providence, c'est mort. C'est ça
le néolibéralisme aujourd'hui, c'est moins d'État. Débrouillez-vous. Alors aujourd'hui, on a deux possibilités. Ou bien on tient compte de ça pour aller vers moins de dépendance et accepter une petite évolution qu'on avait refusée parce que ça a été mal engagé par certains, parce que c'est de notre faute. Hein. Si le Martiniquais, on ne lui a pas donné envie, parce que si on lui donne envie, il ira. Mais c'est qu'on ne lui a pas donné envie. On lui a fait peur. Et les peurs, ben, ça freine. Hein. Mais justement, concernant les peurs, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Eh ben, les réseaux sociaux, c'est, je dirais, tant que les réseaux sont encadrés et on sait pourquoi on y va, il n'y a pas de souci. Je vois des mamies promener leur chien, puisque je mange beaucoup, ben, elles sont dans le portable de mamie. Et donc, c'est partout. Et moi, je pense qu'il faut faire bon usage. Ce ne sont pas les réseaux sociaux en eux-mêmes qui posent problème. C'est notre utilisation de ces réseaux. Si on va chercher la vérité là, on ne va pas la trouver. Mais c'est ce que vous disiez. Vous disiez que ça a contribué à créer une confusion entre le savoir et la croyance. Oui, oui. Donc, oui, alors, c'est vrai qu'on assiste à une dictature de la croyance. Je distingue croyance et savoir. La croyance, c'est une adhésion sans preuve qui repose sur le cœur. Et le savoir, c'est une appréciation rigoureuse et vraie du réel. Alors, il n'y a pas, dans le savoir, on n'est pas toujours, je dirais, on est dans des tâtonnements. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Le tâtonnement de la vaccination, c'était la nature de la science. La science ne progresse que par tâtonnement. Je vais vous prendre un exemple. Je lui ai donné à mon médecin. À une certaine époque, vous alliez, quand on était étudiant en France, on faisait, par exemple, on avait envie de se réparer les dents, on allait à l'hôpital et on faisait les premiers traitements. Et c'était gratuit. Botoxé, etc., mettez des couronnes. Bon, j'ai des amis qui ont fait ça, moi je l'ai fait. Mais il n'y avait aucune peur. Mais nous pas morts pour autant. D'accord? Donc, pour dire que le tâtonnement dans les sciences, ça fait partie de la démarche du scientifique. Seul dans la croyance, on adhère, et c'est certain. On va dire, dans la croyance religieuse, Dieu est. C'est certain. Il n'y a pas à dire ça. C'est pas dans les sciences. Et c'est ce qui est déstabilisant pour un certain nombre parce que je crois que on a en quelque part, à partir des réseaux sociaux et de leur utilisation, perdu de vue que la démarche de la science ne va pas à la vitesse des réseaux sociaux. Il faut du temps. C'est comme dans l'apprentissage. Il faut du temps. Un enfant, pour faire une dissertation philosophique, il faut prendre le temps que ça prend. Certains prennent 3 semaines, je rigole, 3 mois. D'autres prennent l'année. Au bout du compte, tout le monde a la bonne note. Hein. Alors que tu puisses l'apprendre 3 mois ou bien 6 mois, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans la mesure où non seulement tu vas savoir faire la dissertation, mais en plus, tu vas pouvoir faire des études supérieures. Parce que c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est que y a des élèves qui m'appellent, qui me disent « Madame, voilà, est-ce que vous pouvez me renvoyer le cours qu'on avait fait, je n'ai pas gardé, etc. Est-ce que vous pouvez Mais c'est avec plaisir. Ça ne me dérange pas. Ça me prouve la confiance qu'ils m'ont accordée et ça me fait plaisir qu'ils pensent à moi. Donc c'est intéressant, ça veut dire effectivement que nos jeunes en fait d'aujourd'hui ont toujours cette envie et cette volonté de savoir et d'avoir un esprit critique et de réfléchir. Oui. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que on ne donne pas toujours la parole à tous les jeunes. On donne la parole à ceux qui font le plus de bruit possible.
D'accord? Donc, quand on fait le plus de bruit possible, c'est vrai qu'on te tend le micro et ça fait le buzz. Mais le jeune qui est là tous les jours et qui se contraint, on n'interroge pas celui-là. Celui qui a 20, il fait le buzz aussi, on l'interroge, la famille passe, etc. Mais celui qui a bossé pour avoir un 12, un 11, ben, celui-là, pourquoi pas? Pourquoi pas un jour dire, bon, eh ben, on va aller comme ça dans la rue et puis on va demander, dis-nous, ce serait bien, hein? Parce que les médias aussi peuvent contribuer à l'estime de nos jeunes aussi, hein? Parce que quand ce n'est pas celui qui a 18-20 qui est le meilleur, il a une compétence. Il faut saluer, mais il n'est pas meilleur dans ce qu'il est. L'identité, c'est un ensemble. C'est l'identité sociale, c'est l'identité sexuelle, c'est l'identité socio-professionnelle, et c'est ça qui forme un tout. Et justement, pour revenir en fait, en tout cas, à votre accompagnement de ces jeunes-là, en fait, que vous avez au lycée, quelles sont les ressources ou les qualités que vous avez, que vous déployez pour pouvoir, en tout cas, les intéresser et les motiver à être performants? Oui. Pour la première chose que cette catégorie de jeunes me montre, c'est qu'il faut de l'énergie. Et moi, je pense que si on n'a pas d'énergie, et c'est pourquoi je fais beaucoup de sport, c'est le métier d'enseignant, c'est un métier où il faut se donner. Et avec le masque, il faut faire l'effort de la voix, donc ça épuise. Donc si on n'a pas une activité physique dans la semaine, c'est vrai qu'on est épuisé. Donc ça. Deuxièmement, prendre des exemples concernant leur vie. Parce que je dois dire qu'il y a une partie du programme, c'est la politique, ça ne les intéresse pas trop. Par contre, la question de l'identité, ce qu'on fait le sujet, qu'est-ce que c'est qu'être soi-même, la passion, le bonheur, que je leur dis, le bonheur, pour Alain par exemple, eh ben, il faut vouloir son bonheur et le faire. Si tu ne le veux pas et si tu ne le fais pas, ben, tu seras comme Calimero, le dessin animé là, tu dis, ah, tu n'as pas de chance. Donc, responsabilisation et engagement. Oui, oui. Et donc, eux, ils savent. Et je leur dis toujours le vrai. Je ne dis pas, bon, eh ben, je leur dis, écoutez, si vous ne remettez pas à temps le devoir, je ne peux pas dire élève sérieux. Je vais rien dire. Je vais dire élève dynamique. Mais quand je vais mettre sérieux, ça veut dire que tu t'es engagé du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'exécution. D'accord? Parce que je leur dis, il faut que les mots recouvrent une réalité. À quel moment on leur dit la vérité aux jeunes? Donc, il faut en fait adapter à leur réalité pour qu'ils puissent comprendre un certain nombre de choses. Et puis, eux aussi, ils me posent des questions. Hein. Puis, ils me disent, ah oui, madame, on va vous mettre un like, hein, on va vous mettre... Je leur dis, on va vous mettre un like. Ah oui, madame, on est d'accord avec vous, on vous suit, etc. Et même de mes anciens élèves, on notait, hein, et ils m'ont liké, c'est avec plaisir. D'accord? Donc, et quel que soit... Parce que j'ai tous les niveaux et toutes les composantes de la société martiniquaise. Aussi bien des béquets que des je dirais, des Saint-Luciens, des Haïtiens. Et tout cela compose le peuple martiniquais. Ça donne un Martiniquais. C'est pas un afro-descendant. Et quand il y a un mélange, je me pose la question par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en fait. Quand il y a un Saint-Lucien qui est effectivement métissé avec un Dominicain, on dit quoi? C'est un Saint-Lucien ou c'est un Dominicain? Non, on dit que c'est un Martiniquais. Donc voilà, donc en fait, la question de... Oui, c'est aussi simple que ça. Voilà, d'accord. Parce qu'à partir du moment où la personne arrive en Martinique et se dit Martiniquais, pour moi, il est Martiniquais. Et c'est pourquoi les Américains ont raison quand ils disent, vous vous situez comment? Parce que j'avais une élève français qui m'a dit, madame,
je me sens nègre martiniquais. Ben, je lui dis, mais moi aussi, si tu te sens comme ça, ben, je t'accompagne là-dedans. Nous sommes d'accord. On va continuer, Marie-Laurence. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que les intellectuels prennent part à la réflexion sur le vivre ensemble, le bien commun, en fait? Alors, je crois que, comme je disais, et je le répète, très souvent, les discours ne portent pas nécessairement sur les causes profondes et pour déterminer les outils. Parce que à partir du moment où on pose mal le problème, eh ben, on ne peut pas trouver de solution. À partir du moment où un problème est mal formulé, les solutions n'existent pas. Si on veut une stratégie martiniquaise pour une pandémie, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a un vaccin martiniquais qui pourrait contrebalancer? Même pas Cuba, on n'est pas arrivé à le faire réellement. Même pas la France, on est arrivé à le faire. Donc, il faut voir. Il faut voir aussi que aujourd'hui, on a des réalités qu'il faut réinterroger. On avait des modèles. Il faut casser ces modèles-là. Quand on est dans une situation de crise, c'est Hannah Arendt qui dit ça, ça n'a pas de sens d'avoir les mêmes outils. Il faut changer les outils. Il faut réinterroger aujourd'hui ce que c'est qu'être autonomiste, qu'être indépendantiste dans un État libéral qui refuse aujourd'hui d'avancer des fonds tout le temps, tout le temps. L'État-providence, c'est fini. Donc, par rapport à ça, comment on voit la situation en Martinique? Et il y a des possibilités, il y a des richesses. Ce n'est pas à dire qu'on n'a pas de compétences. Au contraire. Donc, pour dire, aujourd'hui, j'ai entendu dire que, bon, voilà, les élections présidentielles, ça ne nous intéresse pas. Jusqu'à preuve du contraire, les Martiniquais ont choisi le 73. Ça veut dire qu'ils se sentent Martiniquais dans la République française et dans l'Europe. Par rapport à ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas pris le 74, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire concernant la vaccination. Ben, justement, ben, c'est le moment de dire qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles compétences qui nous manquent pour que tout le monde n'ait de l'eau, même en carême? Quelles compétences qu'il faut mobiliser ou quels sont les fonds pour accompagner une agriculture martiniquaise? Ne serait-ce que 50% de la production martiniquaise puisse nourrir ses propres enfants. C'est ça. À partir du moment où on laisse les marchés à la volo et quand il est 9 h, il n'y a personne au marché. Bon, parce que j'ai lu des articles, j'ai dit, mais est-ce qu'ils sont bien en Martinique? Depuis plus de 20 ans, je suis sur les marchés tous les samedis. Je connais toutes les marchandes. Donc, elles me disent, la difficulté, quand il est 9h30, le marché est désert. Tous les marchés de la ville capitale. C'est ça la réalité. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'écouler la marchandise. D'accord? Donc, il faut réfléchir à redynamiser, donner une identité à nos marchés. Pourquoi pas, j'avais une marchande qui me disait, mais pourquoi on ne fait pas le samedi, le parc floral, toute une allée de marchands, vous avez les artisans, etc. Les gens ont des idées. Les gens ont des idées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, en fait, à notre jeunesse, en fait, martiniquaise ou guadeloupéenne ou caribéenne? Ouais, j'ai envie de leur dire la chose suivante. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup pour vous, mais aussi pour la Martinique. Vous avez pris conscience que l'identité, c'est pas quelque chose qui s'enracine dans le sang ou dans une mémoire qui est fermée. Vous avez pris conscience que vous êtes des Martiniquais ouverts au monde et je dis continuez. Vous avez raison. Et si vous retournez en Martinique, c'est très bien. Maintenant, là où vous êtes, ben, si vous parlez de la Martinique, nous sommes preneurs aussi.
Ils peuvent faire rayonner la Martinique à l'extérieur. Oui, aussi. C'est comme la diaspora haïtienne. La diaspora haïtienne, elle est en Martinique, elle fait rayonner Haïti avec sa cuisine. Ben, c'est nous aussi. Ils ont compris. Donc, il faut les accompagner. Voilà. Mais on va s'arrêter sur ce beau Merci. témoignage. En tout cas, il faut les accompagner et leur donner aussi la parole. Voilà. Merci Marie-Laurence pour ce joli témoignage. Merci. Merci Karina. Et merci à Téléfusion. Merci à vous et à l'équipe. Merci.